Madame le Président, c'est pour moi un agréable plaisir de vous adresser les vives félicitations de ma délégation pour votre brillante élection à la présidence de la 24e session de l'Assemblée générale de notre organisation. Madame le Président, l'honneur que vous est ainsi fait dépasse votre personne et votre pays et s'adresse à l'Afrique tout entière. Vous connaissant de longue date et ayant eu le privilège d'apprécier vos brillantes qualités de diplomate, je suis convaincu que vous dirigerez les délibérations de notre Assemblée avec compétence et à la satisfaction des délégations et par leur vote vous ont porté aux délicates fonctions qui sont désormais les vôtres. Je voudrais également rendre un hommage mérité à la mémoire de votre prédécesseur, M. Emilio Arenales, ministre des Affaires étrangères du Guatemala, dont la disparition subite nous attriste profondément. Je voudrais aussi associer ma délégation à l'hommage que vous venez de rendre à la mémoire de Mahatma Gandhi, ce grand philosophe qui a donné à l'humanité beaucoup de leçons de sagesse et a contribué toute sa vie durant au développement de la paix et de la coopération amicale entre tous les peuples. Madame le Président, près d'un siècle s'est écoulé depuis la naissance de notre organisation. Depuis, des changements importants se sont produits dans le monde. Poussée démographique, accroissement des richesses, progrès notables dans les découvertes scientifiques et technologiques, émancipation de nombreux peuples d'Afrique et d'Asie. Mais la réalité la plus troublante est l'accentuation du fossé entre pays nantis et pays sous-développés. De graves problèmes se sont posés et se posent encore à la conscience universelle. Partout à travers le monde, des foyers de tensions et de crises ont créé des situations dangereuses et particulièrement explosives. Honorables délégués, le but principal de l'Organisation des Nations Unies étant le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le peuple et le gouvernement de la République du Mali ont accueilli avec beaucoup d'espoir la déclaration faite le 17 septembre 1969 devant cette auguste assemblée par son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, lorsqu'il affirmait que depuis qu'il a assumé ses hautes responsabilités, aucune question n'a exigé de sa part plus de temps et d'efforts que la recherche de moyens permettant de mettre fin à la guerre du Vietnam, une fin de la guerre équitable pour les populations du Nord et équitable aussi pour ceux qui seront affectés par le dénouement du conflit. Nous pensons que ce langage est celui de la sagesse et du réalisme et qu'il correspond aux intérêts bien compris du peuple américain et du peuple vietnamien. Nous demeurons convaincus que la paix équitable pour les populations du Nord et du Sud-Vietnam doit être négociée et déterminée en toute liberté par les représentants authentiques du peuple vietnamien tout entier, sans pression ni intervention étrangère d'aucune sorte, conformément aux accords de Genève de 1954. Le peuple vietnamien, qui a déjà beaucoup souffert pour la conquête de son droit imprescriptible à l'indépendance et à l'unité nationale, vient d'être à nouveau cruellement éprouvé par la mort de son leader bien-aimé, le président Ho Chi Minh, qui représentait pour tous les peuples du tiers-monde le symbole du patriotisme et de l'abnégation au service de son pays. Le peuple et le gouvernement de la République du Mali pensent que la communauté internationale doit maintenant se mobiliser avec beaucoup de détermination et d'impartialité pour que les vaillants peuples du Vietnam puissent retrouver la paix dans l'unité nationale afin de se consacrer entièrement avec le courage qui les caractérise aux difficiles problèmes de son développement économique et social selon les voies qu'il aura librement choisies. À travers l'honorable gouvernement des États-Unis d'Amérique, nous lançons un appel pressant au peuple américain qui a fourni à l'humanité d'éminentes personnalités comme Abraham Lincoln, George Washington, Adam Samuel,
John Fitzgerald Kennedy, etc., qui ont consacré leur vie pour faire des États-Unis d'Amérique un pays de progrès et de grande démocratie. Nous lançons, dis-je, un appel pressant au peuple et aux dirigeants américains. Et nous les prions de dominer les susceptibilités des grandes puissances pour comprendre les aspirations légitimes du peuple vietnamien, afin que ce peuple martyr puisse enfin connaître la paix et la joie de vivre en sécurité après plus d'un quart de siècle de lutte héroïque. Un grand penseur n'a-t-il pas dit que la grandeur d'une nation ne se mesure pas à la quantité de sang qu'elle fait couler, mais au nombre de problèmes humains qu'elle résout? Nous sommes convaincus que le peuple américain, qui par ses initiatives créatives, son courage et son génie, a su résoudre les énormes problèmes de sa propre édification nationale, tels que la guerre de sécession, contribuer en coopération avec l'héroïque armée rouge et les autres forces alliées à écraser le nazisme et le fascisme, saura également être cette grande nation souhaitée par l'auteur de ma citation et trouver une solution honorable et équitable aux douloureux problèmes vietnamiens à la grande satisfaction de toute l'humanité qui vit actuellement des heures d'angoisse et d'intenses émotions. Les initiatives déjà prises, les mesures et les intentions annoncées du haut de cette même tribune par l'honorable président Nixon constituent d'ores et déjà pour nous une raison d'espérer quant à la victoire de la raison et de la sagesse sur les forces de guerre. Toujours dans la recherche de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Asie, le gouvernement de la République du Mali souhaite que les États membres de l'ONU fassent preuve de plus de réalisme et d'indépendance nationale afin que la République populaire de Chine soit rétablie dans ses droits de membre fondateur de notre organisation. Il est profondément dangereux de faire semblant d'ignorer la réalité et d'aller en sens contraire de l'évolution de l'histoire. Que l'on approuve ou désapprouve le régime politique, économique et social de la République populaire de Chine, la réalité est que cet État est désormais une très grande puissance dans tous les domaines et qu'il compte à lui seul plus du quart de la population du globe. Essayer de maintenir une telle grande puissance à l'écart de l'Organisation des Nations Unies, ces grands forums où sont discutés tous les graves problèmes concernant la paix et la sécurité internationale, apparaît de l'avis du gouvernement du Mali comme une violation à la fois dangereuse et abusive du principe d'universalité de notre organisation. Adhérer à la charte de l'ONU, reconnaître la vocation et le caractère universel de l'organisation et tenter obstinément d'en exclure l'État le plus peuplé du monde, 700 millions d'habitants, est une grave contradiction qu'il convient de résoudre le plus rapidement possible dans l'intérêt supérieur de la paix et de l'indispensable coopération entre nations ayant des régimes politiques, économiques et sociaux différents. La République populaire de Chine doit être rétablie sans plus tarder dans ses droits de membre fondateur de l'ONU et occuper son siège de membre permanent au Conseil de sécurité en tant que seul et authentique représentant de la Chine, berceau d'une des plus vieilles civilisations du monde. Le gouvernement de la République du Mali lance un pressant appel au gouvernement des États-Unis d'Amérique, lui demande de mesurer l'ampleur et le niveau de ses responsabilités sur le plan international et souhaite ardemment qu'il ne continue plus à s'opposer au rétablissement de la République populaire de Chine dans ses droits de membre fondateur de l'ONU et de membre permanent au Conseil de sécurité. Nous sommes convaincus que cela n'est pas au-dessus des capacités de compréhension et de réalisme du gouvernement américain, le premier État dont les savants et les techniciens puissent se soustraire aux forces de l'attraction terrestre et de la pesanteur et marcher pour la première fois dans l'histoire de l'humanité sur la Lune, cette lointaine planète qui a toujours été pour les savants un objet de curiosité et de recherche et une source d'inspiration pour les poètes de tous les siècles et de tous les pays. À l'intention des gouvernements qui douteraient encore de la volonté de la République populaire de Chine de respecter les obligations, les buts et les principes de la charte de l'ONU, je citerai un passage
de la déclaration faite le 30 septembre 1969 à Pékin par le Premier ministre Zhou Enlai, où il disait, et je le cite, « La paix que nous préconisons repose sur 5 principes. Respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, non-agression mutuelle, non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, égalité et avantages réciproques, coexistence pacifique. » Fin de citation. Madame le Président et honorables délégués, n'est-ce pas là la meilleure expression des buts, des principes et des objectifs de l'Organisation des Nations Unies? En ce qui concerne les questions de décolonisation, c'est-à-dire la libération des peuples coloniaux, la délégation du Mali est fermement convaincue que l'ONU doit reconsidérer ses méthodes d'approche et de recherche de solutions à ces douloureux problèmes qui constituent à notre époque un véritable anachronisme. Nous constatons en effet, avec beaucoup de regrets, que les longs débats au sein du comité des 24 et de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU n'ont pas contribué à accélérer de façon satisfaisante le processus d'accession à l'indépendance des peuples encore sous domination coloniale. Très souvent, hélas, le goût de la rhétorique et parfois la passion, certes légitime, ont eu les pas sur le réalisme et sur la recherche raisonnée de solutions objectives et efficaces. Ayant eu l'honneur et la lourde responsabilité de présider le comité des 24 pendant 4 ans, j'estime que le moment est venu pour l'ONU de repenser ses méthodes de travail et d'approche en ce qui concerne le problème de la décolonisation. Les longs débats à la 4e commission, où les 126 délégations membres de l'ONU se considèrent obligés de prendre la parole, les demandes de renseignements, les pétitions, etc., me semblent maintenant dépassées. En effet, ces débats et ces pétitions avaient pour but de faire sensibiliser l'opinion internationale sur les conditions de vie inhumaines, les humiliations et les privations des droits et des libertés imposées aux peuples coloniaux par les puissances colonialistes. Le sort des peuples colonisés et le comportement à la fois réactionnaire et rétrograde des puissances coloniales sont maintenant connus par la communauté internationale. Nous pensons que l'ONU, qui aura bientôt 25 ans d'existence et d'expérience, doit rechercher une méthode d'approche plus réaliste et plus efficace pour accélérer le processus d'accession à l'indépendance des peuples coloniaux, processus qui n'a pas connu de progrès notables, malgré l'adoption, il y aura bientôt 10 ans, de la déclaration 15-14-15, portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Sans pour autant émousser la combativité des nationalistes, il convient de trouver un nouveau mécanisme qui, sous l'égide du secrétaire général de l'ONU ou du Conseil de sécurité, devra permettre des discussions et des négociations sérieuses entre les représentants des puissances coloniales et ceux des mouvements de libération afin de dégager des voies et des étapes d'accession à l'indépendance tout en maintenant des liens de coopération amicale et de solidarité comme ce fut le cas pour la plupart des anciennes colonies françaises et britanniques. Si dans certains cas particuliers et regrettables, symbolisés par celui de l'Algérie, pour ne citer que celui-là, où l'indépendance a été conquise après plusieurs années de lutte armée, dans beaucoup d'autres cas en Afrique, elle a été acquise par voie de négociations entre anciennes métropoles et représentants des partis politiques ou des mouvements de libération. Il est donc souhaitable qu'à la place des longs et stériles débats, l'ONU puisse trouver dans la sérénité et sans aucune passion un mécanisme mettant en contact direct les représentants des puissances coloniales et ceux des mouvements de libération. À notre avis, une telle approche pourrait être plus réaliste et plus efficace, l'expérience ayant démontré la nécessité vitale pour les puissances coloniales et leurs anciennes colonies de maintenir une indispensable coopération reposant sur des impératifs de plusieurs ordres. Nous demandons en conséquence
aux États membres de l'ONU, singulièrement aux alliés des puissances coloniales, de se pencher objectivement sur cette nouvelle méthode d'approche que nous suggérons pour la solution des problèmes coloniaux qui, comme je l'ai dit il y a un instant, constitue à notre époque un anachronisme à la fois humiliant et révoltant. Il est en effet inadmissible que les peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau restent encore sous la domination d'un gouvernement aux conceptions aussi médiévales et utopiques que celui du Portugal. Malgré les liens de coopération amicale qui les lient à certains États membres de l'OTAN, et en raison même de ces liens, le gouvernement de la République du Mali estime que ces derniers doivent cesser de fournir au gouvernement du Portugal toute assistance directe ou indirecte lui permettant de continuer à mener une guerre injuste, barbare et cruelle contre les populations du Mozambique, de l'Angola et de la Guinée-Bissau qui n'aspirent qu'à la jouissance de leurs droits imprescriptibles à disposer d'elles-mêmes, droits consacrés par la Charte de l'ONU et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quant au problème de la Namibie et de l'apartheid en Afrique du Sud, nous considérons qu'il s'agit là d'un défi cinglant à l'ONU et à tous les États épris de paix et de justice. Il est en effet inconcevable et incompréhensible que plus de 20 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 25 ans bientôt après la proclamation de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la communauté internationale permette au gouvernement raciste de l'Afrique du Sud d'opprimer plus de 13 millions d'Africains sur la terre de leurs ancêtres. Le refus persistant du gouvernement de Lisbonne, de Pretoria et des autorités illégales de Rhodésie du Sud d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité démontre hélas la grave complicité de certaines grandes puissances et la faiblesse inquiétante de l'Organisation des Nations Unies qui demeure malgré tout l'espoir des petits États et des peuples opprimés. Il est donc temps que les grandes puissances, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité, prennent davantage conscience de leurs responsabilités envers l'humanité et se concertent conjointement avec l'Organisation de l'Unité africaine et les autres États épris de paix et de justice pour imposer au gouvernement du Portugal, d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud les principes et les règles de la morale internationale. La complaisance, voire le soutien indirect et la complicité de certaines grandes puissances à l'égard des régimes réactionnaires ou illégaux de Lisbonne, de Pretoria et de Salisbury constitue un motif d'inquiétude et de désespoir pour les peuples d'Afrique. Madame le Président et honorables délégués, en tant que pays en voie de développement, la République du Mali est vivement préoccupée par l'évolution des relations économiques et commerciales entre les pays industrialisés et ceux du tiers-monde. En effet, par le fait de la détérioration constante des termes de l'échange, le fossé économique grandit d'année en année entre les pays nantis et les pays sous-développés. Abstraction faite de toute considération d'ordre philanthropique, il est temps que les pays industrialisés comprennent que la diminution progressive de l'écart entre leur niveau de vie et celui des pays du tiers-monde constitue un facteur déterminant pour la paix, la sécurité et la coopération internationale. Les pays pauvres et sous-développés ne pouvant pas être de bons clients et de partenaires efficaces, les pays industrialisés doivent déployer des efforts soutenus pour accélérer la promotion économique, industrielle et sociale des pays du tiers-monde. Il y va de leur intérêt et de celui de toute l'humanité. Il est en effet décevant de constater que le gouvernement des pays bien nantis dépense des sommes colossales pour la conquête de l'espace extra-atmosphérique et des lointaines planètes, alors que sur Terre, des milliers d'hommes meurent chaque jour de la faim et de grandes endémies,
en dépit des progrès immenses de la science et de la technique. Nous pensons que les pays industrialisés doivent faire preuve de plus de réalisme et de solidarité et accepter les stipulations de la Charte d'Alger. À cet égard, ma délégation se réjouit des efforts déjà déployés par certains pays industrialisés comme la République française, qui sous forme d'assistance bilatérale ou sous l'égide de l'ONU consacre 1% de leur revenu national à l'aide aux pays en voie de développement ou se propose de le faire d'ici quelques années. Bien que marquant un progrès notable dans les domaines de la reconversion des mentalités en faveur de la coopération internationale, ce pourcentage devrait, comme l'a si éloquemment démontré le distingué ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, son Excellence M. Gaston Thorn, dans son discours le 29 septembre 1969, être un début et non une finalité en raison du fossé énorme existant entre pays industrialisés et pays en voie de développement. Cet esprit d'aide et de coopération, conforme à la Charte des Nations Unies, constitue un acte positif et contribue sans conteste à la paix internationale. Par la même occasion, ma délégation tient à exprimer sa haute appréciation au gouvernement des États-Unis d'Amérique et à ceux de la communauté économique européenne pour leurs programmes alimentaires qui permettent aux pays en voie de développement de faire face aux aléas des déficits de leur production céréalière. Ce faisant, ma délégation tient à s'exprimer sans fausse honte, car nous considérons l'assistance des pays développés non comme une charité, mais comme une manifestation de solidarité et une volonté de coopération internationale basée sur l'interdépendance des différentes économies nationales. En tant que pays carrefour, situé au centre de l'Ouest africain, et dont la vocation est d'entretenir des relations amicales avec les États qui respectent sa souveraineté et la morale internationale, la République du Mali est vivement préoccupée par le maintien de la paix qui constitue un facteur déterminant de progrès et de coopération fructueuse entre gouvernements. Nous suivons donc avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation dans toutes les régions du monde où existent des conflits, notamment au Moyen-Orient. Bien que la République du Mali soit un État laïque, sa population est à 90% musulmane. Nous avons donc été profondément troublés et affectés par l'incendie de la mosquée d'Al-Aqsa, un des lieux saints les plus importants de l'islam. Incendie qui n'est qu'un aspect, ou plus exactement, une des conséquences regrettables de la situation explosive qui existe dans cette région depuis la création de l'État d'Israël. Tout en étant sincèrement et profondément solidaire des peuples arabes, le gouvernement du Mali entend cependant demeurer réaliste. Nous exprimons toute notre sympathie et notre soutien aux réfugiés arabes de Palestine, car, à l'instar de tous les autres peuples, ils ont droit à une patrie, à un foyer et à une existence nationale en tant que communauté humaine. Mais la réalité est que l'État d'Israël existe et que sa création a été organisée et reconnue par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU, notamment par les membres permanents du Conseil de sécurité. Israël est de surcroît membre de l'Organisation des Nations Unies. Partisan sincère d'une politique de coexistence pacifique entre Arabes et Juifs, le gouvernement de la République du Mali est farouchement hostile à l'annexion des territoires arabes par Israël. En conséquence, nous œuvrerons avec détermination pour que tous les territoires arabes occupés par Israël à la suite des hostilités de juin 1967 soient restitués aux États arabes concernés. Le gouvernement de la République du Mali désapprouve et condamne énergiquement toute acquisition de territoire par la guerre et la force. C'est pourquoi nous invitons le Conseil de sécurité à faire preuve d'autorité afin d'imposer aux partis en conflit au Moyen-Orient
l'application de sa résolution du 22 novembre 1967. La charte de l'ONU, approuvée par tous les États membres, donne au Conseil de sécurité l'autorité et les moyens nécessaires pour l'application de ces décisions. Quels que soient les intérêts, les passions et les affinités en présence, le gouvernement du Mali considère que la résolution du Conseil de sécurité en date du 22 novembre 1967 doit être imposée à toutes les parties concernées, faute de quoi le Conseil de sécurité perdrait son prestige, ce qui serait un grand dommage pour la communauté internationale. Le Mali, en tant que pays non aligné, fermement décidé à pratiquer une politique de réelle indépendance nationale, se prononcera en toute liberté sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la session, et ce, dans l'intérêt de la paix, de la sécurité et de la coopération internationale, conformément aux principes et aux buts de l'Organisation des Nations Unies. Les États membres, singulièrement les membres permanents du Conseil de sécurité, doivent tout mettre en œuvre pour renforcer l'autorité de l'ONU qui, malgré tout, demeure en cette période tourmentée l'espoir de l'humanité. À cet égard, je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Mali, rendre un hommage mérité au secrétaire général de l'ONU, M. Tante, dont la sagesse et les efforts persévérants ont permis à notre organisation de surmonter bien des crises qui auraient pu lui être fatales. Je voudrais également remercier et féliciter les institutions spécialisées de l'ONU qui apportent une importante contribution à la promotion économique et sociale des pays en voie de développement. Madame le Président et distingués délégués, en raison de son importance, ma délégation a réservé la dernière partie de son intervention au problème du désarmement. Nous considérons en effet que le maintien de la paix, qui est le but principal de l'ONU, ne saurait être garanti tant que la course aux armements, notamment aux armes nucléaires, thermonucléaires, biologiques et chimiques, n'est pas arrêtée. La non-prolifération des armes nucléaires et l'interdiction partielle des essais nucléaires constituent certes des étapes importantes vers le désarmement général et complet sous contrôle international, mais de l'avis du gouvernement du Mali, la destruction totale de toutes les armes nucléaires doit être l'objectif final. Car tant que les armes de destruction massive existent, l'éventualité de s'en servir demeure, soit par erreur, soit pour sauvegarder des prestiges de grandes puissances. Le monopole des armes nucléaires et thermonucléaires par les seules grandes puissances n'est pas une garantie suffisante pour l'humanité, car l'histoire démontre de façon irréfutable que les grandes guerres sont toujours provoquées et entretenues par les conflits d'intérêts ou d'influence entre les grandes puissances. Le gouvernement de la République du Mali soutient fermement l'appel angoissant que l'apôtre de la paix, Raoul Folero, a lancé aux grandes puissances en leur demandant instamment, dans l'intérêt de l'humanité et celui de leur propre peuple, de mettre un frein à la course aux armements, car les sommes colossales ainsi dépensées pour des raisons d'orgueil et de prestige suffiraient largement à l'éradication des grandes endémies qui déciment chaque année des milliers d'hommes, à sauver des milliers d'enfants qui meurent également chaque année des maladies et de malnutrition, et à transformer en terre fertile des régions jusqu'ici désolées et impropres à toute production faute de moyens. Compte tenu de toutes ces considérations, le gouvernement de la République du Mali salue et soutient énergiquement la proposition soumise à notre examen conjointement par l'Union des républiques socialistes soviétiques et d'autres pays socialistes, proposition tendant à la conclusion d'une convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques et leur destruction. Pour les raisons que j'ai évoquées il y a un instant, ma délégation souhaite que cette convention puisse s'étendre
à toutes les armes de destruction massive. Avant de terminer, Madame le Président, je voudrais suggérer que le secrétaire général et le comité des 7 se penchent davantage et rapidement sur l'étude du fonctionnement de l'ONU et de l'organisation de nos travaux. L'ordre du jour des sessions de l'Assemblée générale paraît en effet trop chargé et comporte de nombreuses questions de routine dont l'opportunité de la discussion semble assez controversée parce que n'aboutissant pas à des solutions pratiques et réalisables. Au début de sa création, l'ONU ne comptait que 51 membres contre 126 actuellement. Donc, les méthodes de travail valables à l'époque ne sont plus adaptées à la période actuelle. D'autre part, l'augmentation croissante du personnel de l'administration centrale et celui des institutions spécialisées, les nombreuses conférences et réunions d'intérêt discutables et la longue durée des sessions de l'Assemblée générale imposent à nos jeunes États des dépenses assez énormes pour nos maigres budgets. Nous pensons donc que des réformes rapides et efficaces sont nécessaires dans ce domaine, faute de quoi la liste des pays en retard sur les paiements de leurs contributions risque de s'allonger d'année en année et de paralyser les activités bénéfiques de notre organisation. Madame le Président, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les ministres, distingués délégués, voilà la modeste contribution de la délégation du Mali au débat de la 24e session ordinaire de l'Assemblée générale de notre organisation qui fêtera bientôt son 25e anniversaire. La communauté internationale se doit maintenant de tirer les leçons de son expérience et d'engager une action plus vigoureuse en faveur de la paix et du mieux-être des hommes. À cet égard, une campagne plus vaste et plus efficiente doit être entreprise par les Nations Unies pour que la seconde décennie du développement réponde amplement aux espoirs des peuples du tiers-monde, car, comme a dit Disraeli, il n'est d'exaltant dans la vie publique que ce qui augure de l'avenir et qui, dans les brouillards du présent, ferait un passage vers la lumière. Fin de citation. Les nations ici réunies peuvent, dans un élan de solidarité et de compréhension mutuelle, frayer ce chemin vers la lumière pour les générations présentes et futures. Dans cette tâche grandiose et exaltante, je tiens à affirmer devant notre honorable Assemblée que le peuple de la République du Mali demeure et demeurera toujours aux côtés des forces de paix et de progrès. Je vous remercie de votre aimable attention.